Accepter que la douleur pour quelqu'un ne s'en va pas parce que tu le souhaites est une gorgée amère que très peu de gens sont prêts à affronter sans excuse. Nous nous accrochons à une idée, à une histoire qui ne s'est pas matérialisée. Comme si revoir chaque détail pouvait tordre le passé ou racheter ce qui n'a jamais été entre nos mains. Mais voici une vérité inconfortable. La souffrance n'est pas une punition imposée par les autres, mais une dette intérieure que nous choisissons de continuer à payer chaque jour. Le stoïcisme ne vient pas te consoler avec douceur, ni à déguiser la réalité. Sa proposition est radicale et exigeante. Il t'oblige à regarder en face la fracture entre ce que tu souhaites contrôler et ce qui, peu importe combien tu insistes, ne sera jamais sous ton contrôle. Se libérer de la souffrance pour quelqu'un commence lorsque tu lâches les chaînes de l'attachement et que tu cesses d'attendre que le monde s'ajuste à tes attentes. Personne ne te doit rien et tu ne dois pas non plus continuer à te maltraiter avec des pensées qui ne mènent nulle part. L'amour, selon la philosophie stoïque, n'est pas une chaîne, mais un choix conscient. Il ne s'agit pas de besoin, mais de décision et d'acceptation. Aujourd'hui, je ne vais pas te promettre de solution magique ni de raccourci émotionnel, car il n'existe pas. Ce que je peux te garantir, c'est ceci. Celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son destin. La souffrance se nourrit de ta résistance, la paix de ton abandon à la réalité. C'est ici que tu commences à entraîner cette liberté. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Je vais être brutalement honnête. La douleur que tu te causes persiste parce que tu t'accroches à la fantaisie que tu peux encore tordre la réalité, comme si le monde te devait des excuses, une explication ou pire encore, une seconde chance. C'est humiliant de le reconnaître, mais une grande partie de la souffrance que tu traînes n'est pas causée par l'autre personne, mais par ta résistance enfantine à lâcher ce contrôle imaginaire que tu crois avoir sur son esprit, sur ses décisions, sur ses sentiments. Tu te répètes que si tu avais fait ou dit quelque chose de différent, que si tu attends suffisamment, que si tu insistes un peu plus, l'histoire va changer. Ça ne va pas arriver. Combien de temps vas-tu hypothéquer ta paix émotionnelle en attendant la validation de quelqu'un qui t'a déjà montré qu'il ne reste pas? Ici, il n'y a pas de mystère profond. La douleur se nourrit de ton entêtement à ne pas accepter la limite entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme le dit sans anesthésie. Tout ce qui est en dehors de ta volonté est un terrain étranger. Ce que ressent, pense, se souvient ou décide une autre personne ne dépend pas de toi. Cela n'a jamais dépendu et cela ne dépendra jamais. Tu peux te fatiguer à essayer de lire entre les lignes, déchiffrer des signaux, justifier des silences ou interpréter des rejets. Mais le résultat est toujours le même, une dette émotionnelle qui ne fait que croître et jamais se rembourse. Le temps que tu investis à essayer d'influencer ce qui ne te concerne pas est du temps perdu, de l'énergie gaspillée, des ressources mentales qui pourraient te construire et qui, au lieu de cela, te dégradent. Ce qui est terrifiant, c'est que, même si tu le sais, tu résistes à l'accepter. Tu préfères continuer à alimenter l'auto-illusion, car ainsi, tu peux retarder le vide qui reste lorsque tu reconnais qu'il n'y a plus rien à faire. Voici le coup le plus dur. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas se rendre, c'est le pas le plus courageux et adulte que tu puisses faire. Car oui, cesser de poursuivre celui qui ne te choisit pas fait mal, mais ça fait beaucoup moins mal que de vivre enchaîné à une attente qui n'existe que dans ta tête. Il y a une phrase que tu devrais te tatouer dans la mémoire. La dignité ne se négocie pas. Chaque fois que tu te traînes émotionnellement pour quelqu'un, tu vends ton intégrité à prix réduit. Tu n'es pas une victime de ce qu'on t'a fait. Tu es un otage de ce que tu refuses de lâcher. Le premier entraînement stoïque consiste à te regarder en face et à cesser de justifier ta dépendance émotionnelle avec des histoires d'amour, avec des théories d'âme sœur, avec des excuses du genre « tu ne peux pas éviter de ressentir ce que tu ressens ». Oui, tu peux. Tu peux choisir ce que tu fais avec ce que tu ressens, tu peux décider où tu mets ton attention et tu peux lâcher, même si ton esprit crie. Personne ne viendra te sauver de ton propre attachement.
La liberté, personne ne te l'offrira. Elle se prend, elle se bat, elle se conquiert. Et la conquête commence par l'acte de lâcher. Répète-le. Je ne contrôle pas les autres, seulement moi. Quand tu le pratiqueras et que tu cesseras de négocier avec la réalité, tu découvriras une vérité inconfortable mais libératrice. Tu ne portes que le poids que tu décides de ne pas lâcher. 2. Brise l'illusion de l'attachement. L'attachement ressemble à un contrat que tu as signé sans lire les petites lignes. Au début, tu ne vois que les avantages, proximité, promesses, la sécurité illusoire que cette personne ne va pas s'en aller. Mais lorsque l'autre partie rompt l'accord ou simplement agit selon sa propre nature, tu découvres les clauses cachées, des pénalités émotionnelles, des intérêts accumulés sous forme d'anxiété et un coût psychologique que tu n'avais jamais calculé. Le véritable piège n'est pas la perte, mais l'investissement mental que tu continues à faire dans quelque chose qui ne te correspond plus. Si tu analyses la structure interne de l'attachement, tu verras que ce n'est rien d'autre qu'une construction mentale, un mécanisme d'attente qui associe ton bien-être au comportement d'un autre. Ainsi, chaque fois que cette personne ne répond pas comme tu l'espérais, ton esprit interprète cela comme une violation du contrat et exige une compensation. Attention, explication, une preuve d'intérêt qui te redonne la fausse sensation de contrôle. Mais il n'existe aucune loi qui oblige quiconque à satisfaire tes attentes. La réalité est brutale. Plus tu dépends de l'autre pour agir comme tu en as besoin, plus tu deviens vulnérable. L'attachement déforme ta vision, te pousse à surévaluer des gestes minimes et à sous-estimer des signaux d'indifférence. Tu deviens un auditeur de chaque message, une machine à surinterpréter les silences, comme si tu pouvais trouver un sens là où il n'y a que du vide. Démanteler l'illusion de l'attachement nécessite un examen honnête des causes qui l'engendrent. Ce n'est pas seulement la peur de la solitude, c'est la croyance profondément ancrée que ta valeur dépend d'être choisi, d'être suffisant pour quelqu'un d'autre. Mais cette équation est mal posée dès le départ. Aucune reconnaissance externe ne peut soutenir une estime de soi fragile. Le stoïcisme le dit clairement. Tes émotions ne sont pas gouvernées par les faits, mais par les interprétations que tu fabriques autour de ces faits. Ainsi, l'attachement est un filtre qui déforme ce que tu vis. Il transforme l'absence en rejet, l'indifférence en une blessure personnelle, la faim en une injustice. Et tant que tu restes piégé dans ce mécanisme, chaque mouvement de l'autre devient une menace ou une promesse, jamais une donnée neutre. Te libérer de ce circuit vicieux implique de rompre l'identification entre ce que tu ressens et ce que tu es. Tu n'es pas ton manque. Tu n'es pas ton désir d'être validé, ni l'écho d'une relation qui a pris fin. Tu es la conscience qui observe ce désir, l'agent qui peut intervenir dans son propre processus mental. Phrase emblématique. L'attachement est une dette qui ne se termine jamais d'être remboursée. Que se passe-t-il lorsque tu commences à remettre en question le contrat ? Tu découvres que lâcher prise n'est pas une défaite, mais le seul moyen de reprendre le pouvoir sur toi. Briser l'illusion de l'attachement ne signifie pas cesser de ressentir. Cela signifie cesser de conditionner ta stabilité à la volonté d'un autre. Ce qui semblait auparavant un abandon se révèle maintenant comme une opportunité de renforcer tes propres fondations. La décision stratégique est simple, même si cela fait mal. Chaque fois que tu identifies une réaction d'attachement, arrête-toi et examine son origine. Te fais-tu réellement mal à cause de la perte ou à cause de l'histoire que tu te racontes sur ce que devrait avoir été ? À ce moment-là, tu as la possibilité de cesser d'alimenter le mécanisme. Il s'agit d'entraîner ton esprit à désamorcer l'habitude d'associer bien-être et approbation et de construire une nouvelle narration où ta valeur ne dépend pas de variables externes. Phrase emblématique, ta liberté commence le jour où tu annules le contrat de l'attachement. Le reste est discipline, répétition et courage pour soutenir l'inconfort du détachement jusqu'à ce qu'il devienne ton état naturel. 3.
Observe tes pensées sans jugement. Tu es assis en train de vérifier ton téléphone pour la énième fois. Il n'y a pas de nouveau message, juste le réflexe automatique d'ouvrir la conversation comme si quelque chose allait changer en l'observant davantage. Le cœur s'accélère à chaque notification qui n'est pas celle que tu attends. Et soudain, tu te retrouves plongé dans la même séquence de pensées. Tu repasses la dernière conversation, essaie de te souvenir du ton exact de ces mots, analyse chaque silence, chaque pause. Tu commences à créer des hypothèses, à construire des scénarios imaginaires où tout dépend de ce que tu as dit, de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu aurais pu faire différemment. La journée s'écoule dans cette sorte d'autosurveillance où tes émotions montent et descendent sans qu'il ne se soit réellement rien passé à l'extérieur. C'est ce cycle invisible que personne ne voit. Ce ne sont pas les faits, ce sont les interprétations qui te maintiennent piégé. C'est ici que le vrai travail commence. Le stoïcisme le soutient fermement. Tes pensées ne sont pas des mandats, ce sont juste des événements mentaux qui apparaissent et disparaissent. Tu n'as pas besoin de t'identifier à chacune d'elles, mais l'habitude est forte. Chaque pensée qui surgit, tu l'assumes comme vérité, comme un ordre auquel tu dois répondre. Tu ne t'arrêtes pas pour observer de l'extérieur, pour regarder la machinerie interne en fonctionnement. Tu ressens de la tristesse et automatiquement tu te dis que cette personne était spéciale, que la perte est irremplaçable. Tu ressens de la colère et justifies que l'on te doit quelque chose, que ta réaction est la seule possible. Tout est automatique, réactif, poussé par le vieux réflexe de chercher un sens et un contrôle au milieu de l'incertitude. Observer tes pensées sans jugement est un entraînement difficile, car l'esprit ne supporte pas le vide. Il veut intervenir, corriger, classer tout en bon ou mauvais, juste ou injuste. Mais chaque fois que tu juges ce que tu penses, tu lui donnes plus de pouvoir. Si l'idée que tu n'es pas assez apparaît parce que quelqu'un est parti, au lieu de la discuter ou d'essayer de la maquiller, observe-la simplement. Ne te bats pas avec elle, ne l'alimente pas. Laisse-la passer comme quelqu'un qui regarde passer des voitures depuis le trottoir. Certaines bruyantes, d'autres insignifiantes, mais aucune ne t'oblige à monter. Voici la phrase emblématique. Tes pensées ne sont pas ton identité, ce ne sont que des visiteurs. Il est difficile d'accepter la distance entre ce que tu penses et ce que tu es, car cela te donne le vertige de lâcher la narration à laquelle tu t'es accroché si longtemps. Cependant, c'est seulement ainsi que tu peux commencer à reprendre le contrôle réel sur toi-même. La souffrance chronique que tu traînes ne vient pas de l'absence de l'autre personne. Elle vient de la tyrannie de tes pensées non remises en question. Observer sans jugement est l'outil qui désactive cette tyrannie. C'est une pratique d'honnêteté brutale. Tu ne te mens pas, tu ne maquilles pas, tu ne dramatises pas. Tu te regardes simplement à l'intérieur avec la même objectivité que tu examinerais un reçu de dépenses. Troisième phrase emblématique, la liberté commence dans la distance entre regarder et réagir. Je ne te demande pas de cesser de ressentir ni de devenir froid, mais d'entraîner la discipline d'être conscient de ce qui se passe dans ton esprit avant de te laisser emporter par cela. Car c'est seulement lorsque tu peux observer sans juger que tu peux choisir. Et c'est là que commence le véritable pouvoir, la liberté de ne pas être esclave de tes pensées. C'est inconfortable, oui, mais c'est le seul moyen de cesser d'hypothéquer ta paix émotionnelle entre les mains d'interprétations et de souvenirs qui ne te servent pas. Pratique cette distance interne. Ce n'est pas de la magie, c'est du muscle. Et comme tout muscle, il se renforce avec l'usage répété, avec la discipline quotidienne de regarder à l'intérieur et de ne pas réagir immédiatement. Voici le noyau. Ce que tu ressens compte, mais ce que tu fais avec cela définit tout. 4. Aime sans besoin ni dépendance. Aimer n'est pas posséder, c'est accompagner sans chaîne. Observe les mains. Certaines cherchent à s'accrocher, retenir, serrer jusqu'à laisser des marques. D'autres s'étendent simplement, ouvertes, prêtes à lâcher prise quand cela est nécessaire. L'amour qui devient besoin est un poids qui te courbe, un calcul constant de si tu donnes plus ou reçois moins,
un examen silencieux de gestes et de mots à la recherche de preuves que tu es indispensable. Tu regardes son visage et derrière chaque sourire, tu cherches des signes de certitude, de permanence, de promesses que personne ne peut garantir. L'air devient lourd lorsque ton bonheur dépend d'une réponse, d'un message, d'un geste d'autrui. Marcher à ses côtés devrait sembler léger, mais tu te découvres à mesurer chaque pas, anticipant le moment où quelque chose changera et le sol s'ouvrira sous tes pieds. Dans la pratique, l'amour avec dépendance est une vigilance continue. Des yeux attentifs à chaque détail, des mains qui tiennent le téléphone en attendant des signes, un corps tendu à la moindre indication de distance. Le silence est interprété comme une menace, le retard comme un rejet, la spontanéité disparaît car tout devient calcul et contrôle. Ta vie se réduit à une salle d'attente invisible où chaque minute sans réponse nourrit l'anxiété et le sentiment de vide. Et pourtant tu te convaincs que c'est cela l'amour, que c'est normal de souffrir, que l'abandon total justifie n'importe quel sacrifice. Mais ce sacrifice est une fracture silencieuse dans ton caractère. Ligne iconique. L'amour qui a servi n'est pas de l'amour, c'est un manque. Le stoïcisme propose une autre image. L'amour qui ne dépend pas, qui n'exige pas, qui ne supplie pas. Aimer depuis la liberté signifie regarder l'autre et reconnaître son autonomie, accepter qu'il peut rester ou partir, que sa valeur ne se mesure pas à ton besoin. Lorsque tu parviens à cela, l'amour n'est pas une transaction ni une dette. C'est un choix quotidien qui ne repose pas sur l'absence de peur, mais sur la force de ton propre centre. Tu peux ressentir de la tendresse, de l'admiration, du désir, mais tout cela jaillit d'un terrain solide, dépouillé d'attentes irréalistes. Visualise la scène, deux personnes assises face à face, partageant sans promettre l'éternité, profitant du moment sans hypothéquer l'avenir. Le regard est clair, sans exigence. Il y a du calme, même dans la possibilité de la séparation. Il ne s'agit pas de te durcir ni de réprimer l'affection. Il s'agit de cultiver un amour qui additionne, non qui soustrait, qui accompagne, non qui absorbe, qui respecte, non qui exige des garanties. Le détachement n'est pas froideur, c'est maturité. C'est la capacité de donner sans transformer l'acte en une assurance contre l'abandon. Lorsque ton bonheur cesse de dépendre de la présence de l'autre, tu retrouves une dignité que personne ne peut négocier. Le geste quotidien d'aimer sans besoin est un entraînement. Respirez profondément lorsque l'anxiété surgit. Laissez aller l'impulsion de demander, de contrôler, de chercher des explications. Ligne iconique. Aimer sans attachement est la forme la plus élevée de liberté. Voilà le chemin. Chaque fois que la dépendance se profile, arrête-toi, observe-la, et souviens-toi que ta valeur n'est pas entre les mains d'autrui. L'amour plénier n'est pas absence de douleur, mais bien absence d'auto-illusion. C'est choisir, à chaque instant, la clarté sur l'illusion. 5. Redirige ton énergie vers toi-même. Arrête de chercher des solutions magiques. Si tu continues à utiliser la majeure partie de ton énergie à penser à cette personne, à revoir chaque détail, à désirer qu'elle te manque ou qu'elle revienne, tu choisis ton propre stagnation. Personne ne te vole la vie. C'est toi qui décides de continuer à dépenser chaque minute dans une fantaisie de retour qui ne va pas se produire. C'est brutal, mais c'est la vérité que tu refuses d'accepter. Chaque pensée obsessionnelle est un combustible qui alimente une machine qui ne produit que plus de vide. Et pourtant, tu te justifies en disant que tu ne peux pas l'éviter, que c'est normal de se sentir ainsi, que tu as besoin de clore le cycle avant d'avancer. Excuse, il n'y a pas de clôture tant que tu continues à investir tes ressources dans ce qui ne dépend pas de toi. Si ton esprit est un muscle, tu l'entraînes à la faiblesse, à la dépendance, à l'auto-apitoiement déguisé en romantisme. Rediriger ton énergie vers toi-même n'est pas une belle phrase de développement personnel, c'est un mouvement stratégique. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures ni pour les bonnes intentions inutiles. Si tu as déjà identifié que la souffrance naît de ton propre attachement, chaque seconde que tu passes à ruminer ce qui est perdu est une trahison de ta dignité.
Sois impitoyable avec tes habitudes. Chaque fois que tu te surprends à chercher des signes, à vérifier les réseaux, à fantasmer sur des retrouvailles, comprends que c'est de l'énergie gaspillée, du temps jeté à la poubelle. Cette même force mentale, tu pourrais l'utiliser pour te construire, pour renforcer ton caractère, pour cultiver des compétences qui te redonneront le respect de soi que tu as perdu en te traînant pour des miettes d'attention. Il n'y a pas de gloire dans la nostalgie, ni de valeur dans l'attente passive. Le stoïcisme ne te demande pas de cesser de ressentir. Il exige que tu éduques le focus de ton attention. Ligne iconique. L'énergie que tu n'investis pas en toi est de l'énergie perdue. Veux-tu cesser de souffrir? Commence maintenant. Pas quand tu sentiras que c'est le bon moment. Pas quand tu closes le deuil que tu prolonges toi-même à force de souvenirs. Change la direction de ton attention comme on donne un coup sec au gouvernail. Chaque fois que tu sens l'impulsion de penser à cette personne, arrête-toi. Fais-le consciemment. Redirige ce flux vers une action concrète et utile pour toi, même si ça fait mal. Écrire, faire de l'exercice, te former, créer, bouger. Ce n'est pas une fuite, c'est de la discipline. Tu vas ressentir de la résistance, ton esprit va te saboter avec des excuses et des promesses que, juste un peu plus penser à cette personne ne fait pas de mal. Mensonge, c'est de l'auto-intoxication. Ne négocie pas avec ta faiblesse, ne crois pas ton propre discours de victime. Le temps que tu investis en toi est le seul investissement qui garantit un retour réel. Ligne iconique. Là où tu mets ton énergie, là fleurit ta vie. Ou se fane. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de canapé, c'est une pratique de combat quotidien. Tu n'as pas besoin que l'autre personne change, ni qu'elle revienne, ni qu'elle t'explique quoi que ce soit. La seule chose dont tu as besoin, c'est de prendre la décision radicale de cesser d'alimenter le cycle et d'utiliser toute cette force interne pour reconstruire ton autonomie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et alors ce n'est pas la vie qui te fait défaut, c'est toi qui abandonnes. Ne continue pas à hypothéquer ton avenir pour un passé qui n'existe que dans ta tête. Rediriger ton énergie est l'acte de respect de soi le plus puissant que tu puisses réaliser. Fais-le même si tu n'en as pas envie, fais-le même si ça brûle. Parce que c'est seulement ainsi, avec répétition et dureté, que ta vie cessera d'être définie par l'absence de quelqu'un et commencera à être définie par ta propre présence. 6. Pratiquer la discipline émotionnelle quotidienne. Je vais être complètement transparent. Parfois, je préférerais un soulagement instantané, une technique secrète, n'importe quel raccourci qui me libérerait de ce cercle. Mais la réalité est beaucoup plus inconfortable et banale. Ce qui fait la différence n'est pas une révélation, mais la discipline quotidienne que presque personne n'est prêt à maintenir. L'esprit va te vendre 1000 justifications. Aujourd'hui n'est pas le meilleur jour. Tu as déjà fait suffisamment de progrès. Demain sera plus facile. Mais la vérité est que, si tu n'entraînes pas ta stabilité émotionnelle tous les jours, chaque rechute sera plus coûteuse et chaque avancée plus fragile. Ici, il n'y a pas de mérite à comprendre la théorie si chaque jour tu agis contre elle. Ce qui détermine ta liberté, ce ne sont pas tes intentions, mais la constance avec laquelle tu choisis de ne pas te trahir. La souffrance pour quelqu'un ne s'éteint pas d'un coup. Elle s'affaiblit dans la répétition de petites décisions inconfortables. Ne pas consulter ce chat, ne pas inventer d'excuses pour apparaître, ne pas chercher des informations qui te redonnent l'illusion du contact. Chaque fois que tu choisis la discipline émotionnelle, tu coupes une petite racine de l'attachement. Ce n'est pas un processus glamour. Il n'y a pas d'applaudissements. Il y a des moments où ton esprit va essayer de négocier, promettre des récompenses si tu cèdes juste un peu, fabriquer des arguments pour retarder le détachement. Mais là se trouve le cœur du problème. Si tu cèdes aujourd'hui, demain cette chaîne sera plus lourde. Et il ne s'agit pas de s'auto-punir, mais de respect de soi. Chaque habitude, si minime soit-elle, est un investissement. Soit tu renforces ton autonomie, soit tu renforces ta faiblesse. Phrase iconique, la liberté s'entraîne, elle ne s'attend pas. L'entraînement stoïque est brutalement simple et pour cette raison si difficile à maintenir.
Tu n'as pas besoin de techniques avancées ni de rituels compliqués. Tu as besoin d'un engagement radical envers ton bien-être à long terme. C'est s'asseoir 5 minutes pour observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. C'est écrire ce que tu ressens, même si tu n'aimes pas ce qui en sort. C'est remercier pour ce que tu as aujourd'hui, même si ton esprit insiste pour te rappeler ce que tu as perdu. C'est accepter l'inconfort de l'absence sans chercher une anesthésie rapide dans des distractions inutiles. La discipline émotionnelle n'est pas de l'héroïsme ni de la froideur. C'est la décision consciente de ne pas alimenter la dépendance, de ne pas permettre à ton état interne de dépendre de variables externes. Chaque jour où tu répètes cet acte, même s'il est imparfait, ton caractère se renforce, ta clarté augmente et ta souffrance diminue. Ce qui est le plus inconfortable dans cette pratique, c'est que personne ne va la valider pour toi. Il n'y a pas de reconnaissance externe, pas de médaille. Le seul indicateur est la paix intérieure que tu retrouves lorsque tu cesses de te perdre dans des conjectures et des réactions automatiques. La discipline émotionnelle quotidienne est un investissement silencieux qui, avec le temps, te rend la dignité que tu as perdue en te traînant dans un espoir inutile. Voici la vérité. La douleur est inévitable, l'esclavage émotionnel est optionnel. Si tu veux cesser d'être l'otage de ce que tu ne contrôles pas, ta seule véritable issue est d'entraîner la discipline tous les jours. Même si c'est inconfortable, même si personne ne le remarque, même si tu dois recommencer chaque matin. Car c'est seulement avec cette constance que ce qui te pèse aujourd'hui finit par perdre son pouvoir. 7. Remercie même dans la perte. Parfois je pense à la douleur émotionnelle comme une sorte d'inventaire caché. Des boîtes remplies de souvenirs, des étiquettes avec des noms propres, des objets symboliques que nous ne jetons pas, même s'ils ne servent plus. Chaque fois que quelqu'un s'en va ou nous rejette, notre esprit ouvre ce grenier et commence à peser chaque perte, comme s'il calculait ce qui a été emporté et ce qui reste. Mais nous ouvrons rarement ces boîtes pour chercher autre chose que la douleur. C'est étrange, presque personne ne prend le temps de chercher des raisons de gratitude lorsque ce qui domine est la sensation de vide. C'est comme si l'esprit était programmé pour regarder le trou, pas ce que l'étagère soutient encore. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la gratitude, même dans la perte, est un muscle mental que vous pouvez entraîner. Même si au début, cela semble absurde ou même une trahison de votre propre douleur. Il est difficile de l'admettre, mais derrière chaque deuil, il y a une partie qui veut rester ancrée dans la plainte, dans le lamentement pour ce qui n'a pas été, car cet endroit est confortable. Il vous permet de justifier la paralysie, il vous offre une identité temporaire de victime. Cependant, si vous parvenez à déplacer l'attention ne serait-ce qu'1 centimètre vers la gratitude, quelque chose change dans la texture interne de votre souffrance. Il ne s'agit pas de remercier le rejet ou l'absence, mais de reconnaître qu'au milieu de la perte, il reste encore des apprentissages, des capacités que vous avez développées dans le processus, des aspects de vous qui ont émergé précisément parce que vous avez dû lâcher prise ou reconstruire. L'esprit, obsédé par le déficit, oublie que même les blessures laissent des cicatrices qui vous rendent plus résistants si vous savez les regarder sans ressentiment. Ligne iconique, la gratitude transforme la blessure en ressource. Remercier dans la perte semble être une contradiction, mais c'est l'outil qui coupe la chaîne de l'attachement. Lorsque vous choisissez consciemment de chercher une raison de gratitude, aussi petite soit-elle, vous interrompez le cycle automatique d'autopitié et de ressentiment. Ce n'est pas un acte de naïveté ni de résignation, c'est un mouvement stratégique. Déplacez le focus de ce qui vous manque vers ce que vous êtes capable de construire à partir de ce que vous avez vécu. Il se peut que la douleur ne disparaisse pas, mais la relation que vous avez avec votre propre histoire se modifie. Vous découvrez que la perte vous a entraîné à la patience, que le détachement vous a appris à vous soutenir seul, que l'absence vous a rendu du temps et de l'énergie que vous donniez auparavant sans filtre. Le stoïcisme ne demande pas que vous applaudissiez la souffrance, mais qu'elle soit intégrée comme partie de votre développement. Chaque expérience, même celle qui fait mal, ajoute quelque chose à votre caractère si vous la traitez avec maturité. Voici le point critique.
La gratitude ne nie pas la tristesse, elle la contient et la transcende. C'est regarder votre propre inventaire et reconnaître que, même si certaines boîtes sont vides, d'autres contiennent de nouveaux outils que vous n'aviez pas auparavant. L'esprit va résister, il va chercher des excuses pour rester ancré dans la nostalgie. Mais chaque fois que vous choisissez de remercier pour ce que vous avez appris, pour la force que vous avez cultivée, pour la dignité que vous avez retrouvée en lâchant prise, vous affaiblissez l'ancienne habitude de vous définir uniquement par ce que vous avez perdu. Ligne iconique. Remercier dans la perte est la forme la plus élevée de pouvoir. Ce changement interne est brutal, car il vous oblige à cesser de négocier avec le manque et à commencer à capitaliser tout ce que vous avez vécu. Ce n'est que lorsque vous pratiquez ce type de gratitude que votre souffrance cesse d'être le centre de votre identité et devient une marche de plus dans votre évolution. Personne ne le fera à votre place. Si vous ne remerciez pas, votre esprit transformera chaque perte en une condamnation. La décision vous appartient. 8. Fais de la patience ton allié. Il y a une tasse de café qui refroidit sur la table, celle que tu as servie il y a une demi-heure, mais tu n'en as pas pris une seule gorgée, car ton attention est accaparée par l'écran de ton téléphone. La notification n'arrive pas, les minutes s'étirent et tes doigts tambourinent sur le bois avec une impatience que tu ne peux dissimuler. Dehors, la vie continue. Les voix dans la rue, le bruit lointain de la circulation, la lumière qui change lentement à la fenêtre. Mais en toi, le temps semble figé, comme si tu étais coincé dans une salle d'attente sans fin. Tu regardes l'horloge, puis le téléphone à nouveau, et l'anxiété te ronge de l'intérieur. Chaque seconde sans réponse ressemble à une démonstration qu'il manque quelque chose, que rien n'avance. L'impatience te pousse à vérifier, à écrire, à chercher tout stimulus qui te sortirait de ce désert d'incertitude. C'est une usure silencieuse, une guerre sourde entre le désir de contrôle et la réalité qui résiste à ton rythme. Cette scène, si concrète et répétée, révèle le rôle brutal de la patience dans ton processus de liberté émotionnelle. L'esprit cherche des raccourcis, il exige des réponses immédiates, veut des certitudes maintenant, exige un soulagement tout de suite. Mais la réalité, celle qui est vraie, celle que tu ne peux pas plier à ta guise, se déplace avec une autre logique, ne répond pas à tes urgences. La souffrance pour autrui se perpétue lorsque tu crois que tu pourrais guérir si seulement quelque chose d'extérieur se produisait. Un message, des excuses, un signe que tu comptes. Mais la vérité est qu'aucun événement extérieur ne va guérir l'impatience intérieure. Sans patience, tu continues à renforcer le cycle de dépendance, alimentant l'illusion que ta paix dépend du calendrier émotionnel d'un autre. Le stoïcisme ne promet pas de miracle. Il te montre la valeur de supporter l'attente, de tolérer le vide, de regarder l'inconfort sans chercher des raccourcis pour l'anesthésier. La patience n'est pas de la résignation. C'est la décision active de soutenir le processus sans accélérer le résultat. C'est laisser le temps faire son travail sans te saboter avec des impulsions désespérées. Dans la pratique, cela se traduit par des actions petites et concrètes. Laisser passer l'urgence d'écrire, respirer profondément quand tu sens que l'anxiété te pousse à agir, rester assis avec l'inconfort et observer comment il change de forme mais ne te détruit pas. Le muscle de la patience s'entraîne justement là, dans ces minutes inconfortables où tout ton corps demande une réaction et tu choisis le calme. Personne ne parle de la valeur de supporter le processus sans interférer, mais c'est là que se forge le caractère. Celui qui maîtrise l'attente maîtrise le résultat. C'est la ligne que tu ne peux pas te permettre d'oublier. Tu vas ressentir de la résistance. L'esprit va te remplir d'arguments pour agir, pour chercher, pour forcer une résolution. Mais chaque fois que tu te maintiens, chaque fois que tu tolères l'incertitude sans céder à la compulsion, tu deviens moins dépendant du monde extérieur. Le paradoxe est que plus tu acceptes la lenteur du processus, plus la blessure cicatrise rapidement. La patience est ton bouclier contre l'auto-tromperie et la rechute. Tu ne nies pas ce que tu ressens, tu apprends juste à ne pas le transformer en mandat.
Ressentir de l'anxiété ne t'oblige pas à agir. Ressentir le désir de contact ne te rend pas moins digne si tu choisis de ne pas le chercher. Fais de la patience ton allié, pas ton ennemi. C'est la pratique silencieuse qui soutient tout ton avancement. La clé est de supporter le vide sans le remplir d'actions inutiles. La patience n'est pas passivité, c'est un pouvoir silencieux. Chaque jour où tu choisis d'attendre sans céder, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu récupères une parcelle de plus de ta dignité et de ta liberté. Dans cet espace, même si cela fait mal, c'est là que tu commences vraiment à guérir. 9. Prends la responsabilité de ta paix. Personne ne viendra te livrer ta paix sur un plateau. Tu dois la conquérir, même si cela fait mal, même si tu traînes, même si tout ton système interne crie pour une solution rapide. Arrête de blâmer les autres, la vie, ton enfance, ceux qui sont partis. Chaque fois que tu te déclares victime des circonstances, tu signes ta propre condamnation à l'impuissance. Il est facile d'avoir des discours profonds, de parler de résilience et de répéter des phrases motivantes. Mais quand la nuit arrive et que le silence pèse, que fais-tu réellement avec ta douleur? Beaucoup préfèrent continuer à ruminer le mal, à blâmer les autres, à attendre des excuses qui ne viendront jamais. Ce n'est pas être profond, c'est être lâche. Ta paix ne dépend pas de ce que l'on t'a fait ni de ce qui te manque. Elle dépend de ta capacité à cesser de négocier avec la réalité et à assumer une bonne fois pour toutes que personne ne prendra la responsabilité de ton bien-être émotionnel, à part toi. C'est brutal, mais chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque acte d'autocompassion, chaque fois que tu endosses le rôle de martyr, tu renforces tes propres chaînes. Il y a une auto-trahison chaque fois que tu choisis le ressentiment au lieu de l'acceptation, chaque fois que tu laisses le passé dicter ton humeur aujourd'hui. Tu n'es pas un otage du destin, tu es le geôlier de ta propre tranquillité. N'attends pas un miracle, ne cherche pas de techniques miraculeuses dans des vidéos de 3 minutes, ni de conseils faciles pour clore des cycles. La responsabilité est inconfortable car elle t'oblige à lâcher les béquilles, à cesser de désigner des coupables, à regarder en face que tout ce que tu construis ou détruis dans ta tête dépend de toi, pas de ce qu'on a fait de toi. Ligne emblématique. La paix ne se demande pas, elle se réclame. Fais l'inventaire réel. À quoi offres-tu tes pensées, ton attention, tes heures, si tu continues à choisir de penser à ceux qui t'ont blessé, à ce que tu as perdu, à ce qui n'est pas arrivé, tu choisis la blessure comme identité. Tu n'es pas aussi fragile que tu te le racontes. Tu as la force de cesser de nourrir la narration de la victime et de commencer à agir comme un adulte émotionnel. Cela implique de la discipline. Cela implique de te dire la vérité inconfortable, même quand tu préférerais t'anesthésier avec des distractions. Arrête de chercher des excuses. Arrête de justifier ton stagnation avec de vieilles histoires. Le monde ne va pas s'arrêter pour te ramasser. Soit tu prends le contrôle de ton état interne, soit la vie va te passer dessus sans pitié. La paix est un travail sale que personne ne fait pour toi. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Tu dois t'asseoir avec l'inconfort, regarder tes pensées en face, cesser de négocier avec ta douleur et commencer à prendre de vraies décisions. Cela peut te prendre des semaines, des mois. Mais chaque fois que tu prends la responsabilité de ce que tu ressens et choisis de ne pas céder à l'impulsion de blâmer l'extérieur, tu récupères une parcelle de ta liberté. Ne te trompe pas. Tant que tu attends que le monde change, ta paix sera otage de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. La maturité émotionnelle est le prix de la véritable sérénité. La grossièreté ne prévient pas et ne demande pas la permission. Elle apparaît dans la file du supermarché, lors d'une réunion de travail ou derrière un écran. Personne n'est à l'abri du poison d'un mot malveillant ou d'un geste méprisant. L'instinct crie de mordre ou de fuir, mais dans les deux cas, le véritable coup, c'est toi qui le paies. Tu perds le contrôle, tu perds ta dignité, tu restes avec l'amère sensation de t'être abaissé ou d'avoir avalé ce que tu ne devais pas. Il ne s'agit pas d'être de pierre, ni d'encaisser tout. Il s'agit d'apprendre l'art, oui, l'art, de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas.
Les stoïciens le savaient. Maîtriser sa réaction est plus précieux que de gagner la discussion. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ne parlaient pas depuis le confort, mais depuis l'expérience d'affronter le manque de respect sans se perdre soi-même. Il y a de la force dans le contrôle, pas dans le désordre. L'autocontrôle est ton bouclier et ton épée. Les personnes grossières jouent avec l'espoir de te tirer une réaction, de t'entraîner à leur niveau, mais tu peux changer les règles du jeu si tu décides de ne pas leur accorder ce pouvoir. Il ne s'agit pas de résignation ni de lâcheté, il s'agit de choisir intelligemment comment et quand répondre et surtout de protéger ta dignité comme s'il s'agissait d'un trésor difficile à obtenir. Le calme n'est pas une soumission, c'est de la discipline à l'état pur. Avec cette méthode claire et concrète, tu vas apprendre à répondre à la grossièreté sans perdre le respect de soi. Ta paix n'est pas une monnaie d'échange. 1. Contrôlez votre réaction avant de répondre. Dans la file du supermarché, un inconnu vous pousse avec son caddie et vous lance un commentaire désobligeant sans vous regarder dans les yeux. L'impulsion immédiate dans votre tête est de lui rendre l'appareil, de lui faire ressentir l'inconfort qu'il vous a causé, ou peut-être d'avaler votre colère et de faire comme si de rien n'était. C'est dans cette fraction de seconde, avant de prononcer le moindre mot, que commence la véritable bataille pour le contrôle. Ce que vous faites à cet instant a beaucoup plus de poids que n'importe quelle réplique brillante que vous pourriez donner par la suite. La réaction est un mécanisme automatique, façonné par des années d'habitude et de conditionnement. Elle ne vous demande pas si vous voulez l'activer, elle le fait simplement. Mais ici surgit l'opportunité de briser ce cycle. Vous arrêtez, ne serait-ce qu'une seconde, avant de répondre. Lorsque quelqu'un est impoli avec vous, le plus facile est de laisser le corps et l'esprit fonctionner en pilote automatique. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'ego exige une justice immédiate. Le cerveau, sous la pression du moment, fabrique des justifications pour rendre le coup ou se retirer blessé. Cependant, ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que cette réaction, loin de résoudre le problème, ne fait que perpétuer le cycle d'hostilité et affaiblir votre propre maîtrise intérieure. C'est ici que le stoïcisme apporte un outil essentiel, la pause consciente. Ce n'est pas seulement garder le silence, mais interrompre le flux habituel des impulsions, comme si vous mettiez un filtre entre le stimulus et votre réponse. Littéralement, vous vous offrez une brève fenêtre pour observer ce qui se passe en vous et décider comment vous voulez agir, au lieu d'être entraîné par le réflexe automatique. Cette pause n'est pas un signe de faiblesse, ni une tentative d'ignorer le manque de respect, mais un investissement conscient dans votre propre stabilité émotionnelle. C'est le premier pas stratégique pour ne pas céder le contrôle de vos émotions à celui qui le mérite le moins. Lorsque vous faites une pause, vous désactivez le piège mental qui vous pousse à agir sans réfléchir et vous évitez que l'impolitesse d'autrui dicte les termes de votre conduite. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de le reconnaître et de ne pas laisser cela vous gouverner. C'est comme entraîner un muscle qui, au début, semble inutile, mais qui, à chaque répétition, vous donne plus de force et de capacité de décision. Répondre sans d'abord contrôler la réaction, c'est comme signer un contrat émotionnel en blanc. Vous vous engagez à des conséquences que vous n'avez même pas évaluées. C'est pourquoi le premier pas pour faire face à l'impolitesse avec dignité n'est pas de chercher une réponse brillante, mais de vous donner la permission de respirer, de vous observer et de reporter la réaction. Dans cette seconde gagnée, vous reprenez autorité sur vous-même. Un esprit qui se donne une pause se donne du pouvoir. Si vous voulez protéger votre respect de soi, commencez par ne pas le céder aux premières impulsions. Vous n'êtes pas responsable de l'impolitesse d'autrui, mais vous l'êtes de la manière dont vous décidez de répondre. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise le résultat. 2. Utilise le silence comme un outil ferme. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme qui dérange ceux qui cherchent ta réaction. Peu de choses génèrent autant d'anxiété chez une personne impolie que de se retrouver face à quelqu'un qui refuse de lui offrir la satisfaction d'une réponse immédiate.
L'instinct te crie de parler, de rendre le coup, de te défendre. Mais au fond, cette urgence de répondre n'est que de la peur. Peur de paraître impuissant, peur que les autres te prennent pour quelqu'un sans caractère, peur de porter l'injustice. Apprendre à utiliser le silence, c'est affronter cette peur à la racine. C'est réaliser que la véritable fermeté réside dans la capacité à supporter l'inconfort intérieur, sans céder à la pression extérieure. Je ne parle pas de se taire par impuissance, ni d'avaler tout jusqu'à en tomber malade. Je parle de te maintenir sur ton axe, de regarder en toi ce besoin automatique de te justifier ou d'attaquer, et de décider que tu ne vas pas bouger simplement parce que quelqu'un l'exige. Beaucoup confondent le silence avec la soumission, mais ce n'est pas la même chose. Celui qui se tait par peur abandonne. Celui qui se tait par choix se renforce. Le silence ferme est une déclaration silencieuse. Tu n'as pas la permission de me tirer sur ton terrain. En psychologie, cette pause dans la réponse est perçue comme une autodéfense active. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'autocontrôle. Un silence bien utilisé est inconfortable pour l'autre, car il oblige la personne impolie à confronter son propre acte sans que tu lui donnes l'excuse facile d'une dispute. Lorsque tu choisis de ne pas répondre immédiatement, tu laisses l'inconfort peser sur ses épaules, pas sur les tiennes. C'est un moment où l'impulsion de répondre lutte contre ta décision de préserver ton respect de soi. Personne ne peut te ravir la dignité que tu choisis de préserver, même si la tension te brûle de l'intérieur. L'esprit a l'habitude de remplir le silence d'hypothèses. Si je ne dis rien, je vais perdre. Ils vont croire que j'ai été humilié. Je dois prouver que je ne suis pas faible. Ce bruit mental n'est que le reflet de vieilles croyances, de l'habitude de mesurer sa propre valeur à travers l'approbation ou l'affrontement. Mais c'est ici que le stoïcisme devient concret. Tu ne dois aucune réaction à personne. La valeur ne se mesure pas à la vitesse à laquelle tu élèves la voix, mais à la capacité de maintenir ta position sans céder au théâtre des autres. Il y a un véritable pouvoir à contenir la réponse jusqu'à ce que l'émotion se dissolve et que ce qui importe vraiment se révèle. Tout ne mérite pas de réponse, encore moins ceux qui cherchent à te rabaisser. Le silence n'est pas une absence, c'est une décision active. C'est l'espace où ton caractère est mis à l'épreuve. Si tu apprends à habiter cet espace sans te laisser consumer par l'anxiété, tu commences à découvrir quel est ton véritable poids émotionnel. La personne qui maîtrise le silence maîtrise la situation car elle ne permet pas à l'autre de dicter les règles de l'échange. Tu ne te définis pas parce que tu réponds, mais parce que tu choisis de ne pas donner. Être maître de ton silence, c'est être maître de ta paix. Ceux qui cherchent ta réaction veulent te voler le contrôle. Ton silence leur montre qu'il n'est pas à vendre. 3. Exposer l'insulte avec calme et clarté. Une grossièreté est comme une tache invisible que quelqu'un jette sur vos vêtements mentaux en espérant que vous l'ignoriez ou que vous la cachiez sous une autre couche d'excuses. La plupart des gens se promènent en accumulant ces taches, faisant semblant qu'elles n'existent pas, tolérant le poids inconfortable juste pour ne pas affronter l'inconfort de pointer ce qui s'est réellement passé. Mais si vous avalez chaque insulte, vous finissez par porter une garde-robe qui ne vous appartient pas, pleine de saleté qui ne vous revient pas. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que se taire pour éviter le conflit est synonyme de maturité, alors qu'en réalité, c'est de la peur déguisée en prudence. Laisser passer une grossièreté sans la nommer n'est pas de la noblesse. C'est une facture que vous payez par mensualité avec votre propre estime de soi. Le stoïcisme ne demande pas de devenir une pierre, ni de devenir le gardien de la morale des autres, mais il ne vous autorise pas non plus à vous prêter au théâtre de l'invisibilité. Exposer l'insulte avec calme est l'une des armes les plus sous-estimées. Cela ne nécessite pas de volume, juste de la clarté et de la détermination. Il ne s'agit pas d'escalader le conflit, mais de laisser absolument clair que vous reconnaissez l'agression et que vous ne l'acceptez pas comme quelque chose de normal. Parce que si vous ne vous prenez pas au sérieux, personne d'autre ne le fera pour vous. Les personnes grossières prospèrent dans l'ambiguïté, dans la zone grise où personne n'ose dire
Ce que vous venez de faire est un manque de respect. Et ici, il n'y a pas d'excuse comme « je ne veux pas causer de problème » ou « c'était sûrement sans mauvaise intention ». Le respect de soi est une ligne que vous seul pouvez tracer et défendre. Ne tombez pas dans le jeu de la fausse diplomatie, cette habitude de minimiser ce qui fait mal pour conserver une paix superficielle. Combien de fois avez-vous ressenti un nœud dans la poitrine pour ne pas avoir dit ce que vous deviez? Ce nœud est la preuve de votre auto-illusion. Exposer la grossièreté avec calme ne signifie pas perdre son calme ni chercher à se venger. Cela signifie regarder l'agresseur dans les yeux et sans élever la voix ni baisser le regard, nommer l'acte. Ce commentaire est grossier. Je ne l'accepte pas. Ainsi, sans fioriture ni sarcasme, juste avec la vérité nue. Beaucoup seront surpris de la simplicité de cette action, mais c'est justement là que réside sa force. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin d'entrer dans un débat, vous n'avez pas besoin de demander la permission de revendiquer votre espace. La clarté directe est plus inconfortable que n'importe quel cri. Certains se cacheront derrière la phrase typique « ce n'était pas si grave » ou tenteront de ridiculiser votre position. C'est la défense automatique de ceux qui ne supportent pas d'être exposés. Mais ici, la discipline stoïque est inflexible. Votre devoir n'est pas de convaincre l'autre, c'est de laisser clairement entendre votre standard. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. La peur de déranger est le déguisement préféré de la faiblesse. L'authenticité a un prix. Parfois, c'est l'inconfort des autres, mais c'est toujours votre respect de soi. Ne vous habituez pas à négocier votre dignité pour acheter un peu de silence. L'action est inconfortable seulement la première fois. Ensuite, vous découvrez que la clarté calme est le filtre qui sépare ceux qui méritent votre énergie de ceux qui cherchent seulement à tester vos limites. Être clair évite de futures dettes émotionnelles. Personne n'a le droit de salir votre caractère et d'attendre que vous souriez comme si de rien n'était. Il y a des moments où garder le silence est sage, mais il y en a d'autres où parler est le seul moyen de ne pas vous trahir. La voix sereine qui dénonce la grossièreté vaut plus que 1000 excuses silencieuses. Le respect s'exige, il ne se quémande pas. 4. Désarme l'offense avec une exagération consciente. Je confesse qu'à de nombreux moments, j'ai ressenti cette impulsion presque automatique de revêtir une armure imaginaire chaque fois que quelqu'un lance une offense directe. Le corps réagit, les épaules se raidissent, la mâchoire se ferme, le regard devient perçant. C'est une réponse de défense aussi ancienne que l'instinct, mais en moi, il y a une voix qui, bien que ténue, me demande « Est-ce que je veux vraiment devenir le reflet de l'agression que je reçois ?» Dans ces secondes inconfortables, j'ai remarqué un autre outil, beaucoup moins conventionnel et bien plus puissant qu'il n'y paraît à première vue. L'exagération consciente. Il ne s'agit pas de sarcasme bon marché, ni de théâtraliser une blessure, mais de prendre l'offense, de l'enfler jusqu'à l'absurde et de la renvoyer enveloppée dans une clarté qui laisse l'agresseur sans terre ferme sous les pieds. La scène est presque comique si on la regarde de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle exige un autocontrôle chirurgical et une assurance difficile à fabriquer sur le moment. Quand quelqu'un me lance « Tu es un désastre, tu ne fais jamais rien de bien », au lieu de me battre ou de baisser la tête, j'ai appris à répondre, en regardant fixement et avec un calme inconfortable pour l'autre. « Tu as raison, je devrais recevoir une médaille du pire du mois. Je suis sûr d'avoir battu un record mondial d'erreurs aujourd'hui. » L'effet est immédiat. Le visage se déconcerte, la posture se relâche, le ton se dilue. L'offense rebondit sans trouver où se planter. L'exagération consciente fonctionne parce qu'elle désarme le mécanisme de base de l'agression, l'attente que cela te fasse mal ou que tu te rabaisses. Si tu réponds depuis l'exagération contrôlée, il n'y a pas de victime, pas de rival. Seul reste exposé la ridicule de l'accusation. Le geste compte autant que les mots. Ce n'est pas la même chose d'exagérer avec une voix moqueuse qu'avec une sérénité si solide que la scène devient presque surréaliste. La clé est de ne montrer aucun gramme de ressentiment. Les bras croisés, un demi-sourire,
la tête inclinée comme quelqu'un qui évalue une œuvre d'art ratée. Tout cela contribue à l'image de quelqu'un qui ne se contente pas de reconnaître l'offense, mais qui l'a transformée en quelque chose d'irrélevant. C'est un investissement émotionnel. Tu transformes le poison en anecdote, pas en blessure. Le silence qui suit cette réponse pèse plus que n'importe quel cri. La personne grossière est exposée, sans porte de sortie. Tu ne deviens pas le clown de la situation, tu deviens le réalisateur du scénario. Rien ne peut te blesser si tu décides de ne pas acheter l'attaque. C'est l'une de ces phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Le truc est de ne pas se perdre dans l'acte. L'exagération consciente n'est pas là pour humilier ni ridiculiser, mais pour montrer que le coup n'atteint pas sa cible. C'est un rappel que le respect de soi ne dépend pas de l'opinion des autres et que la dignité peut se vêtir d'ironie sans perdre un gramme de sérieux. Après tout, celui qui maîtrise l'absurde maîtrise la situation. Il se peut que l'agresseur ne comprenne pas immédiatement ce qui s'est passé, mais tu ressentiras la légèreté de ne pas t'être laissé entraîner, d'avoir transformé une attaque en air. C'est la véritable victoire. Quitter la scène la tête haute et le poids des autres loin de tes épaules. 5. Demande l'intention réelle du commentaire. La bonne question peut désarmer la grossièreté plus rapidement que n'importe quelle réponse ingénieuse. Lorsque quelqu'un lance un commentaire offensant, le réflexe commun est de se défendre, d'attaquer ou de se retirer. Mais il existe un mouvement plus stratégique, presque chirurgical. Demander directement l'intention réelle derrière ces mots. Ce qui semble être une simple question, que signifie exactement cela? Ou que veux-tu dire par là? Est en réalité un outil qui oblige l'autre à sortir du confort de son attaque et à assumer ce qu'il vient de dire. Tu interromps le flux automatique de l'agression et tu l'obliges à traverser le pont de l'explication, où beaucoup se retrouvent piégés sans issue. Il ne s'agit pas de céder du terrain ni de remettre le contrôle. Au contraire, c'est une façon de reprendre les rênes de la situation sans élever la voix ni tomber dans le jeu de l'insulte. Le mécanisme psychologique de cette stratégie est clair. Lorsque tu confrontes quelqu'un avec une question directe mais sereine, tu transfères le poids de l'interaction de l'autre côté. La personne qui agit depuis la grossièreté a tendance à se réfugier dans l'ambiguïté et l'impulsion. Elle ne s'attend que rarement à devoir justifier son commentaire. En posant la question, tu désactives ce pilote automatique et tu le forces à réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, à ce qu'il a réellement voulu dire et à la façon dont cela se perçoit de l'extérieur. C'est un miroir inconfortable et souvent suffisant pour que l'autre personne hésite, se rétracte ou, au moins, perde de sa fermeté dans sa posture. Fais-le s'expliquer et tu verras à quel point l'attaque était faible. Cette phrase résume le cœur de cette tactique. Il ne s'agit pas d'exiger des explications, mais de les demander calmement. Le ton est clé. La question doit sembler authentique, pas sarcastique ni provocante. Son pouvoir ne réside pas dans la confrontation ouverte, mais dans le désarroi qu'elle génère. À ce moment-là, l'agresseur a deux options. Soit il clarifie son intention et se retrouve exposé, soit il tente d'éviter la question, ce qui le met en évidence devant les autres et surtout devant lui-même. Dans les deux cas, tu n'es plus la cible passive de l'attaque, mais le référent qui exige clarté et responsabilité. Faire en sorte que l'autre mette en mots sa propre hostilité, c'est comme forcer un acteur à sortir de son personnage et à regarder le public sans masque. La plupart des offenses ne résistent pas à la lumière de l'explication. Cette tactique, bien que simple, nécessite du caractère. Elle implique de ne pas se laisser emporter par l'urgence de répondre, ni par le désir de blesser en retour. C'est choisir l'autocontrôle plutôt que l'instinct et la clarté plutôt que la réaction viscérale. Demander l'intention réelle est un filtre. Il sépare les critiques constructives des attaques gratuites, les malentendus de la mauvaise foi. La personne qui apprend à poser des questions avant de réagir gagne du temps, de la perspective et surtout de l'autorité sur la situation. Tous les commentaires ne méritent pas une guerre. Parfois, il suffit d'exiger une explication pour que l'hostilité se dissolve d'elle-même. Qui questionne contrôle le rythme. Ce détail transforme toute la dynamique. La prochaine fois que tu recevras une grossièreté, souviens-toi,
Parfois, la bonne question vaut plus que 1000 réponses défensives. 6. Remercie sans t'impliquer émotionnellement. Dans la salle d'attente du cabinet, quelqu'un prend ton tour sans te regarder et quand tu le signales, il répond avec dédain « Je m'en fiche. Attends un peu, d'accord ?» À l'intérieur, la réaction est automatique. Ce mécanisme se met en marche, celui qui veut défendre le respect de soi, qui cherche à corriger l'injustice par une réponse ferme ou une plainte directe. Mais en même temps, une partie plus silencieuse de toi reconnaît qu'entrer dans ce jeu peut être une dépense d'énergie inutile. Ici se pose le dilemme. Tout ton entraînement mental te dit que tu ne peux pas te laisser piétiner, tandis qu'une autre voix plus rationnelle avertit que tous les conflits ne méritent pas ton implication émotionnelle. Il y a une tension interne entre ce que tu sens que tu devrais faire et ce qui te convient réellement. Dans cet espace apparaît une alternative inconfortable pour l'ego, mais libératrice pour l'esprit. Simplement remercier le commentaire ou l'attitude, sans lui accorder le privilège d'affecter ton état intérieur. Ce n'est pas un acte de soumission ni de résignation. C'est une manœuvre consciente qui transforme l'interaction en quelque chose de neutre. Quand tu remercies, tu envoies un message double. Tu reconnais l'existence de l'autre personne, mais en même temps, tu lui refuses l'accès à ton équilibre émotionnel. « Merci de m'avoir prévenu, j'attendrai », lances-tu, sans ironie ni ressentiment. Et là, dans cette phrase simple, il se passe quelque chose que la plupart des gens négligent. Tu te sépares de la nécessité d'avoir le dernier mot, de défendre chaque centimètre de ta fierté, de prouver ta force par la confrontation. L'ego proteste. Il veut justice, il veut reconnaissance, il veut vengeance. Mais quand tu choisis de ne pas alimenter ce cycle, tu récupères une forme différente de pouvoir, le pouvoir de ne pas t'impliquer au-delà de ce que la situation mérite réellement. Au fond, remercier sans s'engager est une manière de filtrer ce qui compte vraiment. Ce n'est pas apaiser le grossier ni faire semblant que tout va bien. C'est admettre que certaines batailles ne sont pas les tiennes, que certaines provocations n'ont d'effet que si tu acceptes le défi. Il y a une croyance très ancrée selon laquelle remercier au milieu de l'hostilité est perdre sa dignité. Mais la réalité est autre. Celui qui peut remercier sans que sa voix tremble démontre une solidité intérieure qui désarme toute provocation. Tu ne te rends pas, tu te libères de l'obligation de réagir. Et cette liberté a un prix. Le renoncement volontaire à la validation immédiate, à la satisfaction de prouver que tu as raison. Le remerciement neutre est un filtre psychologique. Il sépare le stimulus externe de ta réaction interne, te donne de l'espace pour décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne l'est pas. Beaucoup verront de la faiblesse dans cette attitude, car ils confondent l'autocontrôle avec la soumission. Mais la discipline stoïque ne consiste pas à accumuler des victoires publiques, mais à éviter des défaites internes. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est la ligne qui définit ton autonomie. Chaque fois que tu remercies sans t'impliquer, tu entraînes le muscle invisible de l'indifférence sélective. Il ne s'agit pas d'anesthésier tes émotions, mais de choisir avec rigueur où et quand exposer ta vulnérabilité. Remercier et avancer est un acte d'autorité sur soi-même. Tu n'as pas besoin de rendre la grossièreté ni de tenir le compte des offenses. Il suffit de reconnaître la situation et de décider intérieurement qu'elle ne t'appartient pas. Ceux qui attendent ta réaction perdront de l'intérêt quand ils découvriront qu'ils ne peuvent pas ébranler ton axe. Le véritable respect de soi ne se mendie pas. Il se maintient dans le silence de celui qui sait qu'il est au-dessus de la provocation. Dans ce geste simple se trouve la différence entre porter les ordures des autres ou les laisser tomber avant qu'elles ne contaminent ton caractère. La dignité ne se négocie pas, même dans les moindres détails. 7. Fixe tes limites avec une sérénité absolue. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta vie, et encore moins ceux qui insistent pour franchir la ligne du respect comme si c'était un droit automatique. La vérité dure et directe est la suivante. Si tu ne fixes pas tes limites, tu deviens le terrain d'entraînement des autres pour leurs comportements les plus bas. Peu importe combien de justifications tu t'inventes,
Combien de fois tu te dis que cela ne vaut pas la peine de se battre, ou que mieux vaut laisser passer pour éviter des problèmes? Chaque fois que tu permets la grossièreté sans mettre un arrêt clair et serein, ce que tu fais, c'est entraîner les autres et toi-même à tolérer l'intolérable. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de dignité. Tu laisses voler ton temps, ton énergie et ton estime de soi, tout en te vendant le mensonge que c'est mieux de ne pas faire de vagues. Ce que tu fais réellement, c'est céder des parties de ton respect de soi en échange d'une paix superficielle qui ne t'appartient même pas. Fixer des limites n'est pas crier, ni ériger des murs d'orgueil, ni chercher la bagarre. C'est regarder la personne en face et, avec un calme féroce, tracer la ligne que personne n'a le droit de franchir. Ne cherche pas de formules alambiquées. Il suffit de phrases si claires qu'elles n'admettent pas de double interprétation. Je n'accepte pas cela. Ne me parle plus jamais comme ça. Si tu continues, je ne reste pas ici. La sérénité n'est pas un ornement. C'est le fondement de ton autorité. Quand tu réagis avec colère, tu perds le contrôle. Quand tu te justifies, tu offres ta position. La véritable force réside dans le ton froid et direct, dans les mots qui ne tremblent pas et ne rampent pas à la recherche d'approbation. Celui qui ne fixe pas de limites paie le prix avec sa tranquillité et son estime de soi. Ne réclame pas ensuite le respect que tu n'as pas exigé au moment opportun. Il y a ceux qui passent leur temps à chercher des excuses pour retarder le moment de fixer une limite. Ils se cachent derrière l'idée fausse qu'il faut être compréhensif, alors qu'en réalité, ils craignent simplement le conflit et l'inconfort de dire non. Mais laisser passer l'offense est une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec intérêt, anxiété, ressentiment, sensation d'être piégé dans la vie des autres. Ne confonds pas compassion et faiblesse. Le respect commence à la maison. Si tu ne le pratiques pas avec toi-même, personne ne le fera pour toi. Ne te trompe pas en pensant que fixer des limites est de l'égoïsme. C'est la manière la plus claire de protéger ta santé mentale et ton intégrité. Celui qui ne fixe pas de limites s'efface lui-même. Grave-toi cela. La sérénité absolue n'est pas un masque, c'est le résultat de savoir que tu peux demander du respect sans perdre ton calme ni entrer dans des drames. Tu n'as pas besoin d'élever la voix ni de déployer des arguments interminables. C'est la fermeté tranquille qui dérange l'irrespectueux, car elle lui montre qu'il ne peut pas manipuler tes émotions ni obtenir la réaction qu'il recherche. Si l'autre insiste ou se moque, maintiens le ton et répète la limite. Ne négocie pas ta dignité pour le confort des autres. Si, après avoir fixé la limite, la personne persiste, ton devoir n'est pas de convaincre qui que ce soit, c'est de te retirer de l'interaction. Tu n'as pas à être le théâtre pour que d'autres répètent leur misère. La vie ne récompense pas celui qui endure le plus, mais celui qui sait où s'arrête la tolérance. Une limite fixée avec sérénité est un message clair. Jusqu'ici, c'est moi qui commande. Ne deviens pas le complice silencieux de la grossièreté des autres. Ta dignité n'a pas de prix ni de rabais. Ne laisse pas l'habitude d'encaisser les offenses devenir la norme. Le respect ne se négocie pas. 8. Répondre aux besoins cachés derrière l'attaque. Une grossièreté est comme une alarme silencieuse qui, tout à coup, fait clignoter une lumière rouge au milieu d'une salle pleine de gens. Tout le monde continue avec ses affaires, mais toi, tu sens ce flash inconfortable te percer les yeux. L'instinct te pousse à éteindre l'alarme à coups, mais si tu prends le temps de regarder, tu verras quelque chose de plus. Derrière le geste brusque, le commentaire blessant, il y a souvent une fissure par laquelle s'infiltre la frustration d'autrui, des peurs qui n'osent pas montrer leur visage ou des besoins si anciens que plus personne ne les nomme. Le corps de la personne grossière se tend, la voix sort sèche, les yeux cherchent n'importe où sauf vers toi. C'est un langage corporel rempli de signaux qui, si tu apprends à les lire, te révèlent la carte cachée de l'attaque. Il y a des jours où l'offense n'a rien à voir avec toi. Tu es à peine la cible la plus proche d'une colère qui vient d'ailleurs, une blessure qui cherche un écho. Le stoïcisme ne demande pas que tu justifies la grossièreté, mais il te donne la permission de regarder au-delà de la surface, de te demander quel combustible alimente réellement cette réaction.
Quand tu choisis de répondre aux besoins cachés derrière l'offense, tu ne joues pas à être le thérapeute de qui que ce soit, ni ne deviens la poubelle émotionnelle de l'autre. Ce que tu fais, en réalité, c'est déplacer le focus de l'attaque vers la racine du problème. Peut-être que cette personne est au bord de l'effondrement, vient de recevoir une mauvaise nouvelle, ou simplement ne sait pas comment demander de l'aide et le déguise en agression. Au lieu de mordre à l'hameçon, tu peux répondre par un geste déconcertant. Tu détends les épaules, baisses la voix, maintiens le regard ferme, mais sans défi. Ça va? Parce que cela ne te ressemble pas. Ou quelque chose d'encore plus simple, je vois que tu es en colère. Y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? La scène change immédiatement. Le ton de la conversation baisse en température, la tension se dilue, même si ce n'est qu'un peu. Personne ne s'attend à ce que tu répondes à l'hostilité par une question sincère sur son état intérieur. Le mécanisme de l'agression, habitué à heurter des murs ou à recevoir des coups en retour, se retrouve soudain devant une porte entrebâillée. La personne ne l'exploitera pas toujours, mais tu auras déjà changé le scénario. Il y a une véritable force chez celui qui voit la blessure derrière le coup. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de porter le poids des autres, mais de montrer que ta dignité est large. Elle n'a pas besoin de se défendre de chaque attaque, car elle sait distinguer entre une menace réelle et un cri de détresse mal déguisé. Le respect de soi se mesure aussi à la capacité de ne pas tout prendre personnellement. Il y a des gestes qui désarment plus qu'un cri. Un soupir, un long silence, une phrase qui ne cherche pas à humilier, mais à comprendre. La plupart des agresseurs s'attendent à une résistance. Peu sont préparés à l'empathie ferme. Transformer l'attaque en une opportunité de voir l'autre comme quelqu'un traversé par ses propres luttes est un acte de maturité, mais surtout de pouvoir. Celui qui voit la blessure ne se laisse pas entraîner par le coup. Cette ligne sépare celui qui réagit de celui qui répond avec intelligence émotionnelle. Tu ne recevras pas toujours de la gratitude, ni ne verras de changements instantanés. Mais chaque fois que tu choisis de regarder derrière l'attaque, tu t'entraînes à ne pas être otage de l'émotion d'autrui. Répondre aux besoins cachés ne te rend pas faible. Cela te libère du jeu superficiel de la provocation. Il y a des jours où la meilleure défense est de voir au-delà de l'insulte et d'agir depuis le calme de celui qui ne confond pas le symptôme avec le véritable problème. Toutes les offenses ne sont pas personnelles. Toutes les réactions ne méritent pas la tienne. Comprendre ce qu'il y a derrière l'attaque, c'est gagner sans se battre. C'est une leçon qui vaut plus que n'importe quelle réponse ingénieuse. 9. Choisis de t'éloigner sans drame ni explication. Je reconnais qu'il y a des moments où tout mon entraînement mental semble insuffisant face à une vérité inconfortable. Je n'ai pas toujours l'énergie, la patience ou l'intérêt de rester et de résoudre l'impolitesse de l'autre. Une sorte de culpabilité surgit, comme si m'éloigner en silence était une trahison à la dignité ou un signe de lâcheté. Cependant, lorsque j'analyse le schéma qui se répète dans ces scénarios, je vois que le besoin d'expliquer mon départ, de justifier ma distance, n'est rien d'autre qu'un reflet d'une éducation qui valorise la permanence au-dessus de la santé mentale. Il existe une pression sociale invisible qui dicte que, si tu te retires, tu dois donner des raisons, construire des discours, éviter de paraître impoli ou faible. Mais si j'y pense vraiment, n'est-ce pas une distorsion dangereuse de croire que je dois rester là où ma présence est méprisée? La réponse, bien que désagréable pour l'ego, est simple: non. En termes psychologiques, la permanence dans des espaces hostiles est souvent dirigée par deux mécanismes: la peur d'être jugé et la fausse attente que l'autre changera si tu insistes suffisamment. C'est un investissement émotionnel sans rentabilité. Chaque minute que tu offres à celui qui te méprise est un capital que tu perds pour ton propre bien-être. Le cerveau, accro à la cohérence, cherche à clore des cercles, mais la vie réelle est pleine de conversations inachevées et de liens qui ne se maintiennent que par habitude ou par peur de la réaction d'autrui. S'éloigner sans drame ni explication est une décision stratégique. Tu cesses d'alimenter la narration du conflit, tu désactives le circuit de l'affrontement,
Et surtout, tu te donnes la permission de ne pas porter les déchets des autres. Personne n'a besoin de ta présence pour apprendre la valeur du respect, ton retrait est un message suffisant. Le piège le plus courant est de croire que tu dois une justification à celui qui te traite avec mépris. Analyse l'équation. Chaque fois que tu expliques ton départ, tu remets une partie de ton autonomie. Tu cherches à convaincre, tu cherches de la compréhension. Mais ce que tu obtiens, c'est d'ouvrir la porte à de nouvelles manipulations ou à la prolongation d'une interaction qui n'apporte que de l'épuisement. La véritable force réside dans la simplicité. Tu récupères ta dignité, tu te lèves et tu t'en vas, sans gesticulation, sans discours. Tu n'as pas à rester là où tu n'es pas respecté. C'est une ligne qui sépare l'estime de soi de la dépendance émotionnelle. Le drame est la nourriture des gens qui aiment le conflit. Ton absence est le vide qui ne peut être comblé par des reproches. La décision de s'éloigner n'est pas un manque de courage, mais un exercice de pouvoir. Celui qui sait quand et comment se retirer prouve que sa valeur ne dépend pas de la durée d'une dispute ni du nombre de témoins. L'autocontrôle n'est pas seulement contenir la réponse, mais aussi savoir quand ton énergie est mieux investie ailleurs. Si chaque situation d'impolitesse devenait une bataille que tu devrais affronter jusqu'à la fin, ta vie serait une succession de guerres inutiles. Choisir de partir de son plein gré, sans explication, c'est couper court au cycle de dépendance émotionnelle que l'agresseur cherche à créer. Partir est la victoire de l'esprit sur l'ego. Tu n'as pas besoin d'audience pour valider ta décision. Avec le temps, tu réalises que la dignité ne se mesure pas à la quantité de batailles livrées, mais à la qualité des espaces où tu choisis de rester. S'éloigner sans drame ni explication ne te rend pas invisible, cela te rend libre. Les gens qui respectent le plus ta distance sont ceux qui comprennent le poids de ta présence. Ne gaspille pas ton énergie à justifier ton retrait. Parfois, la meilleure réponse est le silence de celui qui s'en va et ne regarde pas en arrière.